Alors merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est là comme chaque vendredi soir. Cher Geoffroy, bonsoir. L'actualité de la semaine nous emmène aux États-Unis et la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Jamais depuis George Bush, un président républicain n'avait réussi à obtenir le vote populaire. 5 millions de voix séparent Donald Trump de Kamala Harris, Geoffroy Lejeune. Philippe, j'imagine que vous avez suivi attentivement ce qui s'est passé. Selon vous, de quoi l'élection de Donald Trump est-elle le nom ? Je dirais que c'est le nom du grand retournement qui vaut pour tout l'Occident, étant donné que nous sommes les cousins, ou plutôt les neveux de l'oncle Sam. Et que ce qui se passe aux États-Unis se passe ensuite chez nous. Et moi, j'y ai vu plusieurs dimensions symboliques dans cette victoire de Trump. Par-delà tout ce qu'on peut dire sur l'homme. En général, pour s'abstenir de porter un jugement d'ensemble en faisant une analyse froide. Je pense que cette victoire, c'est la victoire de la politique. Et je vais essayer de l'expliquer pendant cette émission. Et donc c'est réconfortant pour tous ceux qui ne croient plus à la politique, qui ne croient plus qu'on puisse changer les choses. Et en même temps, il y a un côté Edmond Dantès qui est extraordinaire, qui fait que le gars, il a 78 ans et il revient de tout. Il a échappé à tout. C'est le comte de Monte Cristo des Grands Lacs. Et je pense que ça a contribué à son élection. Mais allons au fond des choses. Pour répondre à votre question sur la signification de l'élection. Premièrement, c'est la déroute du wokisme. Et ça ne sera pas sans conséquence pour nous. Le wokisme, c'est quoi ? Le wokisme, c'est une explication donnée au problème de la discrimination. Pour le wokisme, le responsable de la discrimination, c'est l'homme blanc, occidental, hétérosexuel, sexiste, raciste, esclavagiste et colonialiste. C'est une idéologie simpliste, redoutable. Il n'y a pas de grand soir, puisque de toute façon l'humanité ne survivra pas. Une fois qu'on aura viré la masculinité toxique. Mais cette idéologie, elle est née aux États-Unis, dans les universités. Elle a fait des ravages dans la société américaine. Et elle est arrivée chez nous. Et pourquoi je dis ça ? Pourquoi j'en parle pour commencer ? Parce que Kamala Harris incarnait l'idéologie du wokisme puisqu'elle vient de San Francisco, qui est la vitrine des idées libérales de la bourgeoisie wokiste de la côte ouest. Et en fait, le Parti démocrate s'est laissé piéger, s'est laissé gangrener par le wokisme, avec 3 étapes successives. La première, c'est George Floyd, avec des manifestations monstres. Et à partir de cet instant, 2020, le Parti démocrate s'est focalisé sur les minorités raciales et sexuelles. Deuxième étape, les programmes scolaires qui ont intégré les questions LGBT, transidentité. Puis, troisième étape, la construction d'un discours sur le privilège blanc, avec la dénonciation des violences policières et du passé raciste de l'Amérique. En face des démocrates, il y a les républicains de tradition, qui disent qu'ils sont en train d'atteindre les valeurs fondatrices
du melting pot qu'a fait l'Amérique, multiethnique, mais fondée sur l'éthique protestante. Et la surprise, c'est que les latinos et les arabo-musulmans, eux, disent, nous, on ne veut pas que dans les classes, nos enfants nous racontent le soir qu'ils ont vu arriver les drag queens. Et donc, voilà, le wokisme est défait. Ensuite, il y a une deuxième leçon. C'est la revanche des ordures, pour parler comme Biden. C'est la benne à ordures qui a gagné. Nous sommes aussi des ordures, puisque Mme Hidalgo nous réserve comme sort les rats. Là-bas, aux États-Unis, les ordures, c'est comme les déplorables d'Hillary Clinton. C'est une métaphore qui veut dire le petit peuple des déclassés, ce sont des ordures. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de ces gens-là qui ne sont plus dans l'histoire, qui ne feront plus jamais l'histoire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Amérique, à un moment donné, il y a 30 ans, et moi j'ai vécu ça, avec Jimmy Goldsmith, il me dit, vous verrez Philippe, ça va basculer un jour. L'Amérique, elle invente la globalisation. Elle veut la globalisation, le GATT, l'OMC, 1994. Et donc, en fait, elle se transforme en une pieuvre avec des tentacules, les chaînes de valeur globale, dans le monde entier. Et donc, toute la ceinture de rouille, comme on dit aux États-Unis, autour des Grands Lacs, elle est sacrifiée. Et vous avez en fait les élites côtières, Californie, New York, qui tiennent le pays et qui en viennent à oublier qu'il y a toute une Amérique du milieu, qui est une Amérique déclassée, une Amérique dépossédée et une Amérique qui souffre de l'inflation et de la globalisation, puisque cette Amérique est frappée par la désindustrialisation depuis 30 ans. Et donc c'est la revanche de tous ces déclassés qui regardent Trump comme un héros populaire qui affronte et toise la technocratie, la haute finance, lui le milliardaire, et cette Amérique déclassée, quand il fait son pas de danse, elle adhère. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas comme les autres. Il est moins guindé. Et en plus de ça, comme je le disais à l'instant, il triomphe de tout. Donc s'il triomphe de tout, y compris des juges, bah, peut-être qu'il va enfin pouvoir gouverner contre l'État profond. Et la troisième signification, c'est la victoire de la personnalité américaine profonde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit sur les images ? On voit les drapeaux. Alors on se moque des casquettes, mais parce que voilà, les couleurs américaines, bon, les Américains sont des grands enfants, me disait toujours mon père, il avait raison. Mais ils portent sur eux les couleurs, donc ils sont fiers, le drapeau américain, l'hymne et la frontière. Chez nous, la frontière, c'est un tabou. Vous avez remarqué, il y a des conférences de presse sur la drogue, etc. La frontière, on ne peut pas en parler, c'est un tabou. Il n'y a plus de frontière. Et donc, je reprends ce que je disais il y a une semaine, un pays qui perd ses contours et qui perd ses compteurs meurt. Eh bien, je pense que, contrairement à ce qu'on a pu dire, le nouveau président des États-Unis est un homme intelligent, fantasque, mais qui a fait, qui a su parler à tout ce petit peuple des dépossédés, des expatriés de l'intérieur qui l'ont porté au pouvoir. On va écouter justement le 47e président des États-Unis qui parle d'une victoire historique. Et je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand mouvement politique qui n'ait jamais existé dans notre pays, et même au-delà.
Nous arrivons à un nouveau niveau de notre mouvement politique, car nous allons aider notre pays, car il a besoin d'aide. Nous allons nous occuper de la frontière. Nous avons écrit l'histoire cette nuit. Nous avons écrit l'histoire. Faut-il comprendre, Philippe de Villiers, que Donald Trump, le candidat de toutes les caricatures, aurait fait le bon diagnostic de son pays et du peuple américain ? Je pense que oui, et c'est plus subtil qu'il n'y paraît. En fait, Trump a compris que l'Amérique ne ressemblait plus à l'Amérique, que l'Amérique était en train de devenir un pays post-occidental, post-national, au bord de la sécession. Et il a compris aussi, si vous me laissez un petit peu de temps pour expliquer, pour une fois, il a compris aussi que il allait clore un cycle de 2 siècles, en finir avec une mythologie biséculaire, mythologie américaine. Je m'explique. Il y a 3 mythes fondateurs là qui viennent de s'effondrer. Et on va avoir une nouvelle Amérique. Le premier mythe fondateur qui s'est effondré, c'est le mythe de la nation migrante. La nation migrante, c'est l'idée exprimée par exemple par John Kennedy. Je me souviens, j'avais 9 ans, je lui ai dit à mon père qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et il a dit au monde entier, comme sous la forme d'une sorte d'appel, vous pouvez venir chez nous, vous serez tous reçus. Il a dit, les États-Unis sont une nation d'immigrants. Et c'est quelque chose de constitutif. Et en 1965, il y a eu une loi qui a ouvert les vannes et donc a battu toutes les digues. Ça, c'est fini. Et en même temps, ce qui est fini, avec Donald Trump, qui a dit on va mettre fin à l'immigration, qu'est-ce qui est fini ? C'est le fameux mythe fondateur des WASP, c'est-à-dire les White anglo-saxons protestants, dont les descendants des colons d'origine est-européenne et nord-européenne prétendaient, encore récemment, par leur mode de pensée, leur mode de vie, composer la nation américaine d'aujourd'hui comme au temps de la fondation des 13 colonies du XVIIe siècle. Cette Amérique-là, elle est morte. Ce mythe fondateur est mort. Le deuxième mythe fondateur, c'est encore plus spectaculaire, je trouve, avec des conséquences dont on va parler ensuite, j'imagine, pour la guerre et pour la paix. C'est l'idée de la nation messianique. Donc la nation migrante, la nation messianique. La nation messianique, c'est quoi ? Chez les pèlerins, les pères fondateurs, les premiers prédicateurs, qui sont les premiers puritains qui sont arrivés sur le Mayflower, il y avait cette croyance messianique en l'élection divine, la prédestination de l'Amérique. Et cette prédestination de l'Amérique, elle avait un nom, la destinée manifeste. Et au nom de la destinée manifeste, la vocation messianique de l'Amérique était de civiliser l'Ouest de l'Amérique et ensuite le monde. Suivez-moi bien, on y arrive. Et au nom de la croyance messianique en l'élection divine de l'Amérique pour civiliser le monde, on a eu la puissance américaine, l'hégémonie américaine et finalement l'impérialisme américain, qui trouve là sa source. Quand vous reprenez, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, quand j'avais étudié la période de l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, sur la SDN.
il y a un discours de Woodrow Wilson où il parle de la destinée manifeste, où il dit « Dieu nous a choisis pour donner au peuple du monde entier la recette de la voie à suivre sur le sentier de la liberté ». Et George Bush, en fait, il reprend aussi cette idée de la destinée manifeste, et les néoconservateurs ont mis le feu à la planète, depuis l'Irak, l'Afghanistan jusqu'à l'Ukraine, au nom de la destinée manifeste, c'est-à-dire que l'Amérique a pour vocation de démocratiser le monde à la manière américaine. C'est l'hégémonie, c'est l'impérium. Eh bien ça, c'est fini. Trump est jacksonien, comme on dit aux États-Unis, il est isolationniste. En fait, il veut la paix, et ça m'a beaucoup frappé parce qu'il parle de Dieu dans son discours. Et en fait, il dit plus, en fait, l'Amérique cherchera avec moi à civiliser ou à reciviliser le monde. Non, il dit, avec moi, l'Amérique cherchera à reciviliser l'Amérique. C'est très différent. On va parler des conséquences à présent pour la France, mais avant de parler de la France, parlons de l'Europe. Et qui parle le mieux de l'Europe en ce moment? Peut-être Emmanuel Macron. Écoutez sa réaction, c'était depuis la Hongrie ce jeudi après-midi. Au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Geoffroy Lejeune. C'est probablement la question la plus importante. Quelles vont être les répercussions pour nous, Français et Européens, de l'élection de Donald Trump? Alors, vous avez vu les images, il dit, donc les Américains défendent les Américains, nous, les Européens, on défend l'Europe. Et ça me fait penser à deux moments importants de la campagne de Trump, et qui sont deux réponses. Vous savez, Kissinger a dit, il me semble, une phrase qui est à peu près celle-ci, une nation qui fait de la perfection morale sa pierre de touche diplomatique n'atteint ni la perfection ni la sécurité. Donc là, on est dans la moraline avec Macron, et il dit Europe d'abord. Et pendant ce temps-là, Trump, qu'est-ce qu'il a dit? America first. On n'oserait plus dire aujourd'hui France d'abord. Donc on a le droit de dire Europe d'abord, comme Madame Hayet pour la campagne européenne et comme maintenant Macron. On va faire l'Europe, là, avec là. Ouais. Plus on la fait, plus elle se défait, plus elle défait les nations. Mais on continue. Et deuxième slogan qui explique la victoire de Trump, en grande partie. Il a l'oreille déchirée, il tombe, il se relève, la tête ensanglantée, et il crie 3 fois « Fight ! Fight ! Fight !» Qu'est-ce que ça veut dire? C'est subliminal. Ça veut dire « Vous pouvez compter sur moi jusqu'à ma mort pour défendre quelque chose qui est plus grand que moi, qui est l'Amérique. Vous pouvez compter sur moi pour vaincre. Fight ! Et vous pouvez compter sur moi pour me battre. Et ce que je vous demande, c'est de vous battre avec moi. » Et ils se sont battus avec lui. Et donc, quel contraste avec cet arrêt aux pages de leaders décadents, wokisés de l'intérieur, et qui ne savent plus où est le destin de leur peuple, parce qu'ils ont quitté leur peuple. Ils ont fait sécession. Quel contraste. Et qu'est-ce qui va se passer? Je réponds à votre question. Il va se passer 3 choses. Premièrement, l'Amérique va nous surtaxer. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit l'économiste Christian de Boissieu, très intelligemment, Trump va se servir des droits de douane pour faire entrer de l'argent pour pouvoir baisser les impôts. Et comme par ailleurs, il va multiplier les recherches dans le schiste, il va faire baisser le prix de l'énergie et donc rendre les produits américains plus compétitifs. Voilà pour l'économie. Ça, c'est la première fessée
à Madame von der Leyen, l'impératrice. Deuxième fessée, l'Amérique, à mon avis, elle va cesser de nous défendre. Je pense que l'article 5 de la charte atlantique, qui suppose la solidarité en cas d'attaque, a de mauvais jours à passer. C'est peut-être la fin. Je pense qu'il y aura moins d'Amérique en Europe, il y aura moins d'OTAN en Europe, il y aura moins d'atlantisme en Europe. Et pourquoi ? Parce que l'obsession de Trump, c'est la Chine, c'est le Pacifique, c'est l'Asie. Ça aurait été pareil d'ailleurs avec sa concurrente. C'était pareil déjà avec Biden. L'obsession de l'Amérique, c'est plus l'Europe, c'est la Chine. C'est le fameux piège de Thucydide. L'Amérique est prise dans le piège de Thucydide. Elle est en train de perdre son impérium. Et troisièmement, troisièmement, il va nous laisser seuls. Il va laisser l'Europe seule avec l'Ukraine. Mais il se pourrait que l'oncle Sam s'entende directement sur notre dos avec le Cosaque. C'est peut-être ce qui est en train de se produire. Et nous, on sera gros gens comme devant. Vous imaginez Macron qui voulait envoyer des troupes, Macron qui parlait de guerre nucléaire. Qu'est-ce qui va leur rester ? Il va leur rester la réunionite et leurs yeux pour pleurer. En fait, l'Europe, elle est seule aujourd'hui. Voilà le résultat de l'Union européenne. Elle est seule. Elle est fâchée avec la Russie, elle est fâchée avec les BRICS, avec le Sud global. La Chine la regarde comme une proie à conquérir. La Chine, la proie, c'est l'Europe. Et maintenant, le lien privilégié avec l'Amérique va être distendu. En d'autres termes, et pour résumer, l'Europe est orpheline de la mère nourricière, l'Amérique. Elle est orpheline de ses racines qu'elle n'a pas voulu reconnaître, qu'elle ne veut plus reconnaître. Elle est orpheline des nations qu'elle ne cesse de brimer, et elle est orpheline de son destin. Et je relisais hier soir la conclusion des mémoires de Monnet, et je me disais, Monnet, il a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre destin pour les Européens que la communauté transatlantique. En fait, il voulait faire un seul pays, avec deux pôles. Les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe. C'était ça l'idée. Deux nations fédérales. C'était ça l'idée. C'est encore ça l'idée sous-jacente. Mais c'est fini. Désormais, la relation transatlantique ne sera plus maîtresse des relations internationales. J'ai dit un jour, le mur de Maastricht tombera comme le mur de Berlin est tombé. Je le redis ce soir, ce jour est proche. Et toute la première partie, vous avez décrypté, Philippe de Villiers, les élections américaines et le résultat de ces élections avec ce raz-de-marée républicain, la victoire de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Je voudrais qu'on s'arrête un instant, puisqu'on n'a pas abordé cette question, sur les leçons pour la France. Parce que moi, j'ai écouté les 3 dernières semaines tous les médias, et ça avait l'air d'être simple comme bonjour. Oui. Le résultat était fait, c'était quasiment acquis. Oui. Kamala Harris, au moment où on annonce que c'est Kamala Harris la candidate, Kamala Harris est la candidate la plus rude pour le Donald Trump. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand spécialiste, invité régulier de France Inter, petite archive sur France Inter, monsieur Thomas Negaroff. Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers. Ça, c'est très important. Geoffroy Lejeune.
Bon, déjà, on peut savourer le spécialiste. Et ensuite, la question que je veux vous poser porte sur la France. Quelles sont les leçons pour nous, sachant que les critiques en France, notamment sur le populisme de Donald Trump, dont vous avez parlé d'ailleurs dans Mémoricide, dans votre nouveau livre, qui, on va le dire, est numéro 1 des ventes, ces critiques aujourd'hui, est-ce que selon vous, elles sont complètement disqualifiées, balayées ? C'est-à-dire que les Français doivent se dire... Ils nous ont tous raconté des bobards, puisque le résultat n'est pas du tout celui qui était annoncé. Donc c'est bien, c'est de la bonne pédagogie, sans qu'on ait rien à dire. Et je vais vous répondre en vous disant ceci. En fait, l'américanisation de nos élites, américanisation jusqu'à l'os, et de notre écosystème médiatique, parvenu à un tel degré d'imprégnation que nous adoptons les mêmes codes, nous répliquons, nous reproduisons, c'est un copier-coller, les mêmes codes, les mêmes messages, comme vous diriez vous les journalistes, le même narratif, jusqu'aux erreurs et contresens de l'oligarchie américaine. C'est-à-dire que quand l'Amérique médiatique ou politico-médiatique fait une embardée, on fait une embardée, la même. Si on va à tribord, c'est parce qu'ils sont allés à tribord. Si on va à bâbord, c'est parce qu'ils sont allés à bâbord. Bon, c'est un psittacisme intégral et remarquable. C'est-à-dire, le coq chante à San Francisco, la poule pond à France Inter. En gros, si vous me passez la métaphore. Mais ça a toujours été comme ça, en fait, depuis longtemps. Quand j'étais à Sciences Po, c'était déjà comme ça. Du temps de Servan-Schreiber, le défi américain. Et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, qui m'a beaucoup marqué. En fait, mai 68 n'a pas commencé à Nanterre. Mai 68 a commencé à Berkeley. C'est-à-dire que, si vous voulez savoir ce qui va se passer en France dans 10 ans, chers amis, je vous donne un truc de vieux sage. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En fait, et c'est pour ça qu'ils ont la gueule de bois. D'abord parce que le wokisme est arrivé chez nous depuis l'Amérique. Et si jamais la petite lumière de l'astre noir, de la cancel culture vacille à Harvard, la lumière va s'éteindre à Sciences Po. C'est aussi simple que ça. On copie l'Amérique avec un temps de retard. L'État profond, dénoncé par Trump, il est chez nous, c'est lui qui commande. C'est pas Macron, il ne peut plus commander. Et c'est pas Barnier, il ne commande pas. La preuve, l'État profond veut faire l'euthanasie, il fait l'euthanasie. L'État profond, c'est les dysfonctionnaires qui dysfonctionnent et qui sont au pouvoir. Donc ça aussi, ça va changer parce qu'il va s'y attaquer, Trump. Ensuite, la société médiatique, c'est la même chape de plomb chez nous, chez eux. Et vous avez parlé du populisme. C'est la même populophobie des élites. Les élites détestent le peuple et toutes les élites crient au populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme ? J'ai déjà dit, je le répète, et je l'explique dans un chapitre important de mon livre sur la populophobie. Le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. C'est le cri des déclassés qui se sentent dépossédés, qui se sentent expropriés, qui ont tout perdu de ce qu'ils sont, de ce qu'ils avaient. Et en fait, nos élites, aux États-Unis comme en France, elles ont deux réflexes qui n'ont rien à voir avec le petit peuple. Le premier réflexe, c'est un réflexe censitaire. Elles sont... Toute la caste élitaire est anationale, a-privatif. C'est-à-dire qu'elle ne regarde plus vers le peuple ou vers la nation, elle regarde vers le monde et le monde de ses intérêts. Et deuxièmement, la caste élitaire
aux États-Unis comme en France, et c'est ça le plus important de ce que je veux dire, elle veut changer de peuple. Et là, c'est le coup d'arrêt avec Trump, parce qu'il a vu ça. Et les Américains ont voté pour lui parce qu'ils ne veulent pas que le peuple américain disparaisse au profit d'un nouveau peuple. Et c'est ça qui va se passer chez nous dans les années qui viennent. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. J'ai souvenir qu'au moment de la nomination de Michel Barnier à Matignon, vous aviez dit avec Michel Barnier, faites une croix sur l'euthanasie. Je rappelle que la dissolution avait rendu le projet sur la fin de vie, puisque dans ce projet, il ne parle pas nommément d'euthanasie, le projet de loi sur la fin de vie est caduc. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, vient d'annoncer qu'elle avait obtenu du gouvernement l'engagement d'inscrire le texte sur la fin de vie à l'ordre du jour au début de l'année prochaine. Michel Barnier promettait une politique de rupture. Est-ce que vous y voyez le signe d'un gouvernement de continuité finalement ? J'y vois le signe de la macronisation du gouvernement actuel, puisqu'on va reprendre la loi là où elle était. Et pour moi, on est dans le symbole fort. J'avais dit, c'est le test au carbone 14, comme le sueur de Turin. Le test au carbone 14. On va voir. Alors, il y avait en fait 2 tests au carbone 14. Il y avait l'impôt. Est-ce qu'ils vont avoir le culot d'augmenter les impôts ? Oui, ils l'ont fait. Et maintenant, est-ce qu'ils vont avoir le culot de faire la loi sur l'euthanasie ? Oui, ils vont le faire. 26 janvier prochain. C'est ça. Et c'est même pas Barnier qui l'a annoncé, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. En fait, voilà, on est à la case départ. Et je redis ce que j'ai dit ici. Premièrement, c'est une rupture anthropologique inouïe. En fait, le serment d'Hippocrate aura duré 25 siècles. C'est fini. Une rupture anthropologique inouïe parce qu'on va confier aux médecins et aux soignants le soin d'administrer la mort. C'est un changement des repères complet. Et avec une indécence, une manœuvre indécente qui consiste à nous dire « Non, non, vous inquiétez pas, il y aura des garde-fous, etc. » Comme on a fait pour la loi Veil. On a vu que les garde-fous, avec la loi Veil, ils avaient tous sauté. Et on sait que les pays qui ont légalisé l'euthanasie connaissent maintenant des dérives insupportables pour les enfants et les handicapés qui, comme dit le film, ont un petit truc en plus. Les enfants et les handicapés, vous voyez. On démarre sur les vieux, puis après ça dérive. C'est un changement de civilisation complet. Je parlais avec un médecin hier à La Roche-sur-Yon et il me disait, les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que la relation de soins répond à un lien asymétrique entre celui qui est soigné et celui qui soigne. Asymétrique parce qu'il y en a un qui est dominant et l'autre dominé. Et donc ça suppose un acte de confiance ineffable. C'est fini. Les familles auront la possibilité de donner la piqûre létale. Bon, pour moi, ça va, je suis bien entouré, mais on a beau avoir confiance, on se dit, voilà. Et donc les familles, donc les soignants, les familles, donc une société de suspicion. Et l'institution, l'ange de la mort, rôdera dans les couloirs de tous les EHPAD. Et comme il faudra faire des économies, le président Sauvé l'a très bien dit, c'est une manière pour le libéralisme économique de faire des économies. On fera des économies dans les EHPAD. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sera simple. Voilà. Et enfin, je vais dire l'essentiel. Un jour, il y a un député, non des moindres, et le président de la République lui-même, qui m'ont dit, dans 2 endroits différents, dans 2 périodes différentes, on n'appellera jamais ça l'euthanasie. Il dit pourquoi ? Parce que l'euthanasie, ça rappelle l'eugénisme, et l'eugénisme, ça rappelle des périodes auxquelles on ne veut pas faire allusion. Il dit, ah bon ? Ah oui.
Et je me suis penché sur la loi du 14 juillet 1933, reçue en Allemagne comme un progrès. L'Allemagne nazie. Ils ont fait l'euthanasie et l'eugénisme. Et eux, ils n'ont pas contourné les mots. Ça ne s'appelle pas activité, je ne sais pas quoi. Aide active à mourir. Aide active à mourir. Oui, voilà. Donc, suicide, hop, voilà. Et donc, le contournement sémantique qu'ils ont demandé à l'académicien, trouver des mots pour qu'on n'évoque pas l'eugénisme. Le modèle de l'eugénisme qu'ils ont sous les yeux et qu'ils vont appliquer, c'est l'Allemagne nazie. Voilà. Et donc, je dis que la sélection eugéniste d'une population pour avoir le vieillard parfait et l'enfant parfait est une honte pour notre civilisation. Des propos, Philippe de Villiers, qui sont extrêmement forts, mais c'est là aussi qui vous appartiennent bien sûr, et c'est la liberté d'expression, et c'est important d'entendre tous les avis sur cette question-là. Oui, non, mais autre sujet. Je pense que c'est une question de réflexe intime, ultime. On est en train de couler à pic. Voilà, on coule à pic parce qu'on est en train de perdre tous les repères de la civilisation. Et ce que je reproche à Emmanuel Macron, puisque en tant que modérateur, vous avez raison de avoir d'emmerde avec l'ARCOM, qui d'ailleurs m'a jugé cette semaine. C'est pas vrai. Oui, j'ai été jugé. Là, c'est pas vrai. Je vais avoir une amende à cause de ce que j'ai dit sur l'avortement constitutionnel. Ah ben, écoutez, oui. Vous me l'apprenez en direct, donc, Philippe de Villiers. Donc je dis à mes juges... bonsoir. Vas-y, bourreau, fais ton travail. Bon. Mais moi, j'irai jusqu'au bout. Mais à mon âge, c'est pas grave de finir en prison. Mais je tiens à vous remercier de souligner le fait que naturellement, il y avait ce rôle de modérateur. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Mais vous savez qu'il y a énormément de gens. Tout à l'heure, je me suis arrêté dans une boulangerie pour acheter une petite salade. Là. Et les boulangers sont sortis, ils étaient en grand tablier enfarinés. Et ils m'ont dit, on n'est pas d'accord forcément avec tout ce que vous dites, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et c'est pour eux que je parle, les fariniers d'Angers. Mais sachez, Philippe de Villiers, que nombreux sont ceux qui m'interpellent en disant, je regarde cette émission. On nous roule dans la farine. Voilà. Mais nombreux sont ceux qui nous interpellent pour dire, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est toujours intéressant d'avoir une analyse. C'est ça aussi la liberté d'expression, d'entendre les avis des uns. Mon livre part comme de petits pains, si vous me passez. Il nous reste encore un bon quart d'heure, mais je sais, et j'ai vraiment hâte qu'on parle dans un instant du Vendée Globe. Mais tiens, puisque vous parlez de votre livre, voilà, je voulais qu'on revienne sur un autre sujet. Mémoricide, ça s'appelait à nos amis, excellents amis, du Canard enchaîné. C'est Gabriel Cluzel qui nous a alertés sur les réseaux sociaux. Pour être très honnête, j'avais pas vu le petit article. Alors, le Canard enchaîné vous a raillé, Philippe de Villiers. Dans cet article, ils expliquent, allez, un dernier cri. Je cite, « Être vendéen, c'est affronter les colonnes infernales d'hier et d'aujourd'hui. Face au wokistan et à l'islamistan, comment réagit la France? Elle est en dormition. » Ça, c'est ce que vous écrivez dans Mémoricide. Et les journalistes du Canard enchaîné expliquent, « Bonne lecturation. » Vous leur répondez quoi, mon cher Philippe de Villiers? Donc je vais d'abord leur répondre et ensuite je vais solliciter nos téléspectateurs. Alors je leur réponds, voilà, vous caractérisez par ce propos et vous soulignez ce que j'arrête pas de dire depuis 1 an et demi dans cette émission et de dénoncer, c'est la baisse du niveau. La baisse du niveau intellectuel des journaleux et des hommes politiques. Alors, les hommes politiques, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, j'ai commencé ton livre, mais c'est difficile, je prends souvent un dictionnaire. » Bon. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Bon. Et les journaleux, eux, ils disent pas ça. Ils disent « Qu'est-ce que c'est que ce mot ?» Et comme ils se souviennent du mot prononcé sur le mur de Chine par... Ségolène Royal, la bravitude, ils disent ça doit être pareil. Qu'est-ce qu'il est allé chercher ce mot de dormition? Et donc ils disent bonne lecturation, ils se foutent de ma gueule. Voilà. Et donc maintenant je sollicite les téléspectateurs. On va faire un concours
entre le Canard enchaîné et Philippe de Villiers, et c'est vous qui allez arbitrer. Vous allez chercher votre dictionnaire, vous avez tous un dictionnaire chez vous, et vous regardez le mot dormition. Et vous allez voir plusieurs définitions du mot dormition. C'est le sommeil de la Vierge, un sommeil temporaire, c'est le sommeil tout court, selon les définitions du dictionnaire. Mais dans tous les cas, il y a le mot dormition dans tous les dictionnaires français, et donc j'ai utilisé un mot français. Et je vais vous dire quelque chose, pour conclure sur ce sujet. J'essaye de parler à la langue française. Et si mon livre a autant de succès, c'est sans doute parce que les gens se disent « c'est agréable, c'est fluide, il parle français ». Pauvre Canard enchaîné, le Canard enchaîné, vous savez, Robert Lamoureux disait le canard est toujours vivant. Mais là, le canard, il court, mais il est sans tête. Voilà on salue les journalistes du Canard enchaîné. Quand vous avez parlé des journalistes, vous me regardiez un peu, Philippe. Je m'inquiétais. Mais je plaisante, bien sûr. Vous êtes dans la même corporation. Bien, on va... C'est la même famille. Je ne sais pas s'ils m'accepteraient pour Noël. Nous, on a une différence avec les gens du Canard enchaîné, c'est que depuis maintenant 1 an et demi, on parle de Philippe de Villiers couramment. Oui, alors je confesse, quand vous avez dit que certains politiques ont eu besoin d'un dictionnaire parce que c'est vrai que c'est un livre avec des mots soutenus, etc. C'est vraiment une lecture profonde. Peut-être, je confesse, avoir moi aussi un dictionnaire non loin. Ah bah oui, pour déchiffrer. Enfin les aveux. Voilà. Allez, le Vendée Globe. J'ai hâte. Ce dimanche, la flotte du Vendée Globe s'ébranlera depuis les Sables d'Olonne. Et je me suis laissé dire que vous seriez d'ailleurs dans le bateau amiral Philippe de Villiers, aux côtés du président du département. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Parce que, comme vous le savez, comme le savent les gens qui nous regardent, à chaque fois qu'on évoque un événement historique ou qu'on évoque un personnage connu de l'histoire récente, Philippe le connaît ou était là ou a participé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, c'est vous qui avez créé le Vendée Globe. Donc la seule question que je veux vous poser, c'est comment ça s'est passé ? Je croyais que vous allez me dire que vous ne connaissez pas Trump. Alors, ah oui, parce que hors antenne, parce qu'il faut savoir aussi, les gens ne savent pas, mais il dit beaucoup de blagues hors antenne. Et tout à l'heure, je me suis moqué de lui parce que parfois je lui réponds en disant Trump, tiens, c'est le seul personnage dont on va parler que vous connaissez pas. Ouais. Voilà. En fait, je connais pas les très vieux. Allez, le Vendée Globe. Racontez-nous la naissance de cette course mythique. Alors, je vais être très, très factuel. Voilà comment ça s'est passé, de manière absolument incroyable. Je reçois un coup de téléphone du directeur général du Crédit Agricole, qui s'appelle Michel Bon, à l'époque, qui était un garçon brillant, qui me dit, voilà, la caisse du Crédit Agricole de la Vendée a décidé de sponsoriser le bateau d'un jeune breton qui est champion du monde de la plongée, de la Comex, et on voudrait faire un film sur lui. Et on vous a désigné. Je dis, mais attendez, je ne suis pas cinéaste. Oui, mais c'est le Puy du Fou, c'est l'esprit du Puy du Fou. Philippe Gentot, le garçon dont il est question, est tout à fait dans cet esprit-là. Et il est en train de gagner la course du Bock Challenge, organisée par les Américains. On en est à la dernière étape, il sera arrivé dans quelques heures à Rio de Janeiro. Et donc, vous partez, vous choisissez une équipe de tournage et vous partez à Rio. Je pars à Rio, j'arrive à Copacabana et je fais la connaissance de ce Philippe Gentot. Et je lui dis, voilà, on va faire un film, on m'a chargé de faire un film sur vous pour l'ultime étape du Bock Challenge que vous êtes en train de gagner. Et je lui dis, voilà, j'ai une idée. La première image, on va vous emmener au stade de Maracana. On voit les images en direct. Ouais. Et en fait, le stade de Maracana, c'est le stade de Pelé. Et pourquoi le stade de Maracana ? Je lui dis, tu vas t'asseoir en tailleur, et on va zoomer et on va mettre comme sous-titre la phrase d'Alain Colas, la mer, le plus grand stade du monde. Et donc le plus grand stade du monde, c'est Maracana, après la mer. Voilà. Et on va au Christ du Corcovado, et puis on descend dans un bistrot, et là, sur une nappe blanche, il commence à crayonner, une nappe en papier. Et il me dit, moi j'ai une idée avec des copains, avec Bernardin, machin, etc. J'ai une idée, c'est le Bock Challenge, mais sans escale et sans assistance. Et je lui dis, moi, le marin d'eau douce, ça me
parle pas, mais il dit oui, personne ne veut faire cette course parce que c'est une course à l'extrême, mais ça serait fantastique. Et je dis écoute, quand est-ce que tu vas après, qu'est-ce que tu feras après ta course quand tu vas arriver à Newport, parce que c'était la dernière étape, Rio, Newport. Il me dit je ne sais pas. Ben, je dis bah tu rentres en France et tu viens au Sables d'Olonne. Et moi j'organise cette avenue. Dans le grand chenal des Sables d'Olonne, on t'accueille, ça sera triomphal, tous les Sablés seront là, et le soir, on fait la projection du film qu'on est en train de tourner. Le film est sorti, il s'appelle Le Grand Sillon. Il est à l'INA. Il n'a pas eu un succès fou, parce que j'avais pas le bras assez long avec les diffuseurs. Mais le film est sorti, et il a été diffusé pour la première fois au Sables d'Olonne. Et je suis monté sur un podium, j'ai pris Philippe Gentot, et je lui ai dit, maintenant tu t'installes en Vendée, tu ne pars pas en Bretagne, et tu vas acheter un moulin à 13 vents. Je me souviens de ces expressions, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et il s'est installé à Grosbreuil, et ensuite il a créé son entreprise. Et puis il avait cette idée, le temps a passé, et au lendemain de mon élection comme président du Conseil général de la Vendée, 5 ans après, septembre 1988, je l'appelle, je dis, dis donc, on a un projet de course Vendée-Bergen, mais ça ne me plaît pas trop. Ton idée là de course... il vient me voir, puis il me dit, voilà, je suis prêt. Le Globe Challenge, ça s'appellera. Je dis, mais t'as des moyens? Il me dit non, pour l'instant. Alors fais le tour. Et il fait le tour, et 8 jours après, il revient me voir, il me dit, j'ai pas trouvé de sponsor. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, le sponsor, c'est moi, le département. Et c'est parti. Et en fait, on devient co-organisateur. Voilà. Et puis, le temps a passé, ça a mal tourné parce que il payait pas ses impôts. Enfin, il a été condamné pour fraude fiscale, puis condamné de manière plus grave ensuite. Il est parti, il a quitté la France, et le département n'avait pas le choix, après le dépôt de bilan du Vendée Globe, soit on rachetait le Vendée Globe au tribunal de commerce, soit le Vendée Globe partait à Newport ou à Plymouth, ou une entreprise française qui était prête à racheter le Vendée Globe, mais qui aurait fait partir le Vendée Globe d'une autre ville que les Sables d'Olonne. Donc j'ai sauvé 2 fois le Vendée Globe, j'en suis fier. Et je suis en même temps reconnaissant à Philippe Gentot, quels que soient les événements qui ont suivi, parce que moi, le marin d'eau douce, je ne savais pas qu'on pouvait faire une course sans escale, sans assistance, mais c'est moi qui ai dit ça s'appellera le Vendée Globe. Et le Vendée Globe, aujourd'hui, est devenu une course mythique dans le monde entier. On en parlera dans un instant, mais c'est justement, vous l'avez dit, une course mythique des aventuriers des mers. Je voudrais qu'on revienne sur la 6e édition qui est marquée par le naufrage de Jean Le Cam. Il chavire au large du Cap Horn. Il est sauvé par Vincent Rioux, ce même Vincent Rioux qui l'avait battu 4 ans plus tôt. C'est une histoire légendaire. Et vous prenez à l'époque la parole. On vous découvre, et vraiment je pense aux téléspectateurs qui vont vous voir sur la séquence qu'on va découvrir, les traits tirés. On vous sent... préoccupé bien évidemment, et vous donnez pour la première fois des nouvelles de Jean Le Cam. Regardons. Le signe de vie que nous attendions, nous venons de le recevoir de la part de Jean. Vincent est arrivé près du bateau de Jean. Il s'est approché une première fois du bateau et il a vu à l'avant du bateau sortir un pavillon avec une antenne. Ensuite, il est repassé et il a lancé un cri à Jean. On peut supposer qu'il l'a appelé. Et Jean lui a répondu. Sur l'état du bateau, décrit par Vincent, le bateau est immergé par l'arrière. Ce qui explique naturellement que Jean ne puisse pas sortir ou faire un signe par l'arrière, et ce qui explique aussi la difficulté pour Jean à communiquer avec le cargo ce matin. Incroyable séquence. Geoffroy Lejeune. Comment expliquez-vous, Philippe, du coup, toutes ces années après, que cet événement mondial soit devenu et connu un si grand succès? Sans doute parce que le Vendée Globe vient combler nos manques. Au cœur même du mystère de nos civilités, le Vendée Globe dessine sur le sillon d'écume une allégorie de nos rêves intimes. Oh, que ma quille éclate et que j'aille à la mer.
En fait, nos rêves intimes, le premier des rêves, c'est le rêve du grand large. Des mers, des montées, le tour du monde de Jules Verne, la course à l'extrême, 40e rugissant, 50e hurlant. Et puis derrière ce rêve-là, il y en a un autre, c'est le rêve de la vraie vie. Une vie vraiment vécue. Et la vie vraiment vécue, elle est au-dessus des nécessités de nature. C'est les enchantements de l'âme, l'oblation du regard, loin des nonchalances digitalisées de la salle d'eau et des poissons rouges du salon où on promène des pensées vides. Et puis derrière ce rêve, il y en a un autre encore, c'est le rêve de l'entraide, le baiser du lépreux, quand, en fait, on décide d'arrêter la course, de tout sacrifier pour aller sauver le voisin, qui est un lointain. Et puis enfin, il y a le rêve du panache, de ces hommes qui sont rudes, qui ont l'humeur rogneuse, qui vivent avec les albatros et les soleils levants, et qui, en fait, nous rappellent le temps jadis des marins qui escrimaient en mer au nom de l'honneur et de l'encre de miséricorde. Et moi, pour terminer, je voudrais vous dire mon rêve. Le rêve que j'ai fait à l'époque, en 1989, c'était de donner au double cœur de la Vendée des lettres de course pour le faire claquer au vent, pour que flotte sur toutes les mers du monde le mythe de la conscience dressée sur le toit tranquille où dorment les colombes. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Dimanche, vous serez donc au départ du Vendée Globe. Je serai avec M. Alain Leboeuf, le président du Conseil général. Tous mes successeurs ont été admirables, je voudrais les citer. Allez-y. M. Auvinet, Bruno Retailleau d'abord, M. Auvinet ensuite, et puis Alain Leboeuf. Et donc je leur rends hommage parce qu'ils ont maintenu la course, et ils l'ont maintenue dans son esprit. La course est un bien public, c'est pas une opération sandwich. C'est pas pour gagner de l'argent. Il y a une société d'économie mixte en Vendée qui porte la course avec les entrepreneurs vendéens, mais c'est une oblation. Une faveur pour la semaine prochaine, je souhaiterais qu'on commence l'émission avec une photo de vous sur le bateau amiral au moment du départ. D'accord ? On demandera ça aux informateurs bien informés. Oh, peut-être qu'on demandera ça, il a raison, aux informateurs bien informés. Un grand merci Philippe de Villiers, merci à vous également Geoffroy Lejeune. On se retrouve dans un instant pour l'heure des Pro 2. À tout de suite.